Durant les premières années de la colonisation, la foi est totalement ignorée des Européens. Aucune route digne de ce nom n'y mène, la piste venant de Nouméa ne dépasse pas Boulou-Paris et les bateaux débarquent à Bourail. Les réalités de cette région, tant humaines que géographiques, étaient totalement méconnues du gouvernement et des militaires. Près de 20 ans après la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France, l'administration se décide enfin. L'idée n'était pas d'y bâtir une ville moderne pour les générations futures, mais d'y installer un nouveau centre de colonisation pénale. Aujourd'hui, on appellerait ça une annexe du bagne. Et c'est ainsi que La Foix a grandi, dans l'ombre de sa voisine Bourail, considérée comme la capitale de la brousse. Nous allons vous raconter l'histoire de cette commune qui porte le nom de la rivière qui l'aborde, une petite commune où pendant des décennies, on ne s'arrêtait pas. C'est sans doute pour cela qu'elle a gardé aussi longtemps ses secrets pour elle. Le développement économique de la commune dans les années 90 et les livres de l'historien Géry de Lathière l'ont sorti peu à peu de son anonymat. C'était une région qui était totalement inconnue et inexplorée jusque-là. La grande découverte pour les Français lorsqu'ils arrivent à Terrain-Bas, ils pensaient qu'il y avait une ou deux tribus. Mais non, on arrive à Terrain-Bas et puis il y a beaucoup plus de tribus prévues. Et il y a surtout une juxtaposition de grands clans. Certains sont très populeux, bien installés. Il n'y a pas une grande chefferie centrale. C'est un système de chefferie polyclinique. Il y a plusieurs chefferies, mais qui ont toutes des relations économiques, matrimoniales entre elles, qui sont solidaires face à l'adversité. Moi, je situe entre 2000 et 2500 Kanaks à peu près, à cette époque-là. On voit sur les cartes des petits points qui symbolisent les tribus, il y en a plusieurs, quoi. Moi, sur La Foix, avec cette vieille carte, j'ai recensé environ, avant 78, 90 villages ou tribus dans les vallées de Pocreux, de Saraméa, de Coulis, même au bord de mer. Il y avait des villages indigènes assez denses, aux habitations assez denses, mais l'habitat était plutôt du style très espacé, c'était clairsemé. Un même clan, il pouvait avoir ses ressortissants disséminés sur plusieurs, je dirais centaines d'hectares même. C'est cette organisation-là que les Français vont finalement découvrir en découvrant en même temps les réalités géographiques de la région. Et c'est contre cette population indigène que la colonisation française va se heurter à partir de 1871. Bien qu'actuellement situé sur la commune de Moindou, le fort Terrain-Bas est à l'origine de la création de La Foix. 1871. Le gouverneur Gauthier de la Richerie envoie ses hommes faire une reconnaissance approfondie de la région. La compagnie d'infanterie installe alors un campement dans la baie d'Ouaraï, peuplée de millions, voire de milliards de moustiques amateurs de chair fraîche. Après quelques explorations, les hommes s'installent sur un monticule en face de l'îlot Terrain-Bas, ainsi baptisé par extension du nom de ce site. Le 14 juillet 1871, le gouverneur vient en personne visiter ces terres nouvelles sur lesquelles la colonie fonde de grands espoirs. Les vastes étendues de terre lui semblent parfaites pour installer un établissement pénal sur une vaste échelle. Tout va alors très vite. Avant la fin de l'année, l'administration envoie sur place des transportés pour construire les installations. Ce sont des maçons, des tailleurs de pierre, des briquetiers, des menuisiers ou des fabricants de chaux. Le premier édifice construit sera la caserne, puis viendront la poudrière, une citerne d'eau, une prison et une belle demeure pour le commandant. Naîtront aussi un poste de télégraphe, un bureau de poste, une boulangerie, une armurerie et l'école. L'objectif de Terrain-Bas était aussi de devenir un pénitencier agricole. Ce qui explique cet empiètement progressif conséquent sur les terres indigènes, qui va amener l'explosion de 78, 7 ans après l'arrivée à Terrain-Bas. Terrain-Bas c'est 71, 7 ans après c'est 78. La principale cause de 78, c'est bien sûr le refus de la colonisation par un peuple indigène qui n'a jamais accepté cette présence, et puis aussi la spoliation des terres. Ça, c'est les causes fondamentales profondes.
le ras-le-bol de la population kanak, le préjudice profond que provoque l'avancée de la colonisation, qui en est arrivé au drame de 78. Alors là, on est sur le site d'Ambrois. C'est ici même quand Ataï a été tué le 1er septembre 78, au cours d'une opération militaire qui avait été minutieusement préparée par le commandant Rivière. Ils ont été surpris alors qu'ils étaient en train de bivouaquer le matin de bonne heure. Alors c'est 3 colonnes qui l'ont encerclé. Alors il y a une colonne qui est partie dans le sens Lafoy-Nouméa et qui est revenue par le sud, c'est-à-dire par cette vallée qu'on voit de nous, qu'on appelait la vallée Bernier à l'époque. Donc cette colonne-là est venue là. Il y a une colonne qui est venue droit du fort, ici, et une autre colonne qui est venue par le bord de mer. Donc ils ont fait un mouvement de tenaille, et donc ils ont surpris Ataï ici, avec son groupe de guerriers et son fils. Et ce sont des auxiliaires de Canala qui les ont encerclés, et ils étaient plus rapides que les militaires. Et puis il a donc été tué ici alors qu'il a essayé de se défendre, mais tout de suite il y a une lance qui l'a percé le bras, et ensuite il est tombé à terre et il a été décapité. Mais c'est à cet endroit même, au lieu dit en bois. En même temps, il ne se passe plus grand-chose dans un village comme Lafoy au lendemain de l'insurrection. Ben, premièrement, il n'y a plus de tribus. Il y a un arrêté de 1890, donc environ 12 ans après l'insurrection, où on cite toutes les tribus. Et à la fois, les seules tribus qui sont citées, c'est la tribu de Coindé. Donc les gens de Coindé étaient avec les gens de Gélima dans les forces auxiliaires de répression. Donc forcément, ils n'ont pas été touchés. Mais toutes les autres tribus de Lafoy, elles ont été rasées. Je vous parlais tout à l'heure de près de 90 tribus, villages indigènes. Tout ça, ça a été rasé, brûlé pendant la répression. 78 représente, on va dire, le pic, le plus sanglant, le plus effroyable, puisqu'il y a quand même eu 192 morts chez les Européens, beaucoup de blessés, des gens qui ont été traumatisés à vie, et puis côté kanak, une estimation de 1000 morts, mais là c'est vraiment une estimation. Ça se traduit aussi par une déportation massive. Je rappelle qu'il y a eu plus de 1000 Kanaks qui ont été déportés, ne serait-ce qu'à l'île des Pins et au Bélep, 1000, mais aussi de nombreux déportés sur la côte est. Des Kanaks enlevés de leur terroir originel de Lafoy, de Farino, de Moindou, de Boulpari. Les tribus qui existent aujourd'hui à Lafoy, Ouipoint, Ouatom, Kouma, Petit Coulis, tout ça à Saramia, ce sont des tribus qui ont été recréées après, sous l'indigénat, après le retour des gens de l'île des Pins ou de Bélep. La vie économique et sociale va reprendre grâce à la pénitentiaire. Tout de suite, dès février 1979, alors que la direction à certains endroits du nord, comme à Poya, elle est encore en cours, il y a encore des Kanaks rebelles. À Bouraï et surtout à Lafoy, on installe déjà des concessionnaires, on réinstalle des concessionnaires. Là, on est toujours dans les concessions urbaines pénales, le village pénal, le village réservé, les lots urbains réservés aux concessionnaires pénaux. Donc là, c'était des rues tirées au cordeau, à l'angle droit, c'était des lots de 10 à 11 arts, pas plus, ça oscillait entre 8 et 10 arts. Et souvent, on mettait un concessionnaire pénal sur un lot urbain, mais on lui donnait aussi une concession rurale d'une superficie un peu plus grande, entre 6 et 8 hectares, qui était comprise entre l'actuelle route de Thia et la RT1 aux sorties nord de Lafoy. Là, nous sommes dans la rue des Frères Gozavos. C'est un peu le cœur historique du village de Lafoy, puisque nous sommes dans ce qu'on appelle le premier village. C'est là que la pénitentiaire s'est installée lorsque la colonisation est venue de terrain bas. Les premiers lots ont été délimités ici, en cet endroit. Donc il y avait l'église, il y avait la cambuse des condamnés, il y avait le camp de la transportation. Un peu plus haut, la boulangerie de la transportation. Donc, toute la première organisation administrative et logistique de la transportation s'est installée ici. Alors cette rue
des frères Gozavos, c'était un peu la RT1 de l'époque, puisque les visiteurs venant de Nouméa passaient le gué pour déboucher sur cette piste qui est à côté de l'église, pour ensuite déboucher dans cette rue où les principaux commerces se trouvaient de part et d'autre. Alors, cette rue marque aussi un peu la frontière entre le village libre et le village pénal. Le centre de la foi avait cette particularité d'être divisé en lots urbains destinés à des colons libres et d'autres lots réservés à des concessionnaires pénaux. Il y avait donc le village libre et le village pénal. La rue des Frères Gozavos a été la première rue où on a installé des concessionnaires pénaux de part et d'autre. Donc partout encore, il y a encore quelques vieilles maisons, mais partout ici, il s'agissait de concessions urbaines pénales. La convoitise pour les terres, l'attirance pour les terres, pour installer les concessionnaires pénaux, pour installer les colons libres, a fait que les intérêts immédiats ont balayé les scrupules et puis on a délimité des lots sur ces plantations canaques, sur ces villages existants, et puis on a mis les premiers concessionnaires pénaux. On laisse une grande partie des terres pour la colonisation pénale, mais aussi une partie des terres pour les colons libres. Et les colons libres avaient aussi avaient un appétit qui n'était pas du tout inférieur à celui de l'administration pénitentiaire. Quand vous voyez les concessions qui sont attribuées aux colons libres, à l'époque, c'est 2000, 3000 hectares. Le pénitencier de la Foi, il va se monter jusqu'à 5500 hectares, hein, c'est énorme. Et puis finalement, à partir de 1905-1906, la pénitentiaire, partout, elle va se retirer des centres de l'intérieur. 1908, 1909, elle fait ça progressivement. Puis finalement, elle va se retirer à l'île Nou. Et puis bon, la Foi va rester, je dirais, comme Bourra, ils vont rester livrés à eux-mêmes. Donc ces petites communes où la majorité de la population, elle descend du Bagne, hein, elle est issue du Bagnard. La fois, ça devait être un centre de colonisation mixte, c'est-à-dire on devait avoir autant de colons libres que de colons pénaux, mais finalement, au départ de la pénitentiaire, en 1910-1912, on s'aperçoit que ce sont les concessionnaires et leurs descendants qui sont largement majoritaires. D'après Géry de Latière, aucune étude systématique n'a jamais été faite sur les effets de cette expérience de colonisation mixte. À la fin du bagne, la Nouvelle-Calédonie refermera vite ce chapitre de son histoire. Ce passé douloureux est comme un mauvais souvenir que l'on expie dans l'oubli. C'est ainsi que les traces disparaissent. Il nous reste peu de vestiges qui ont traversé le temps, comme cette passerelle Marguerite qui fut longtemps le seul emblème de ce village de brousse. L'ouvrage a été conçu et réalisé par Albert Gisclard et Ferdinand Arnaudin. Elle sera nommée en l'hommage à la femme du gouverneur en poste en 1909, Marguerite Richard. Le chantier a été lancé par le gouverneur Lyotard, qui était le prédécesseur de M. Richard, puisqu'il y avait une vieille passerelle en bois qui avait été construite par la pénitentiaire, qui était vieille, qui avait brûlé en partie avec un incendie. M. Lyotard a donc pensé à ces ponts suspendus, et donc après beaucoup de débats au Conseil général, on a finalement opté pour ce système de pont Gisclard. Je m'appelle Paulette Vaudor, j'habite à La Foi depuis toujours. À côté, là, il y a une dame qui avait un puits. Elle avait l'eau courante, alors on allait chercher l'eau chez elle, avec des seaux bien sûr, mais il y avait un grand escalier qui descendait pour aller chercher l'eau au puits, puis remonter les escaliers de la maison pour amener chez nous. Entre l'église et l'école Notre-Dame, nous les anciens, on a toujours appelé la mission. Où moi je suis né là, juste derrière moi. Là. Je suis né là le 13 juillet 1945 chez mes grands-parents Olivier. Mon père, il est né là de l'autre côté, là, le 21 décembre 1917. Et puis mon grand-père, par le décès de son père, il a été à l'école en Australie pendant 11 ans. Quand il est revenu en Calédonie, il parlait l'anglais. Il n'y a pas d'Indien, il n'y a pas de Français. Parce que 11 ans en Australie, dans ces années-là, ça fait que mon grand-père Joseph et la grand-mère Marguerite, ils ont tenu un restaurant pour les Américains pendant la guerre. Ici où on est là, c'était l'usine à café. Ils traitaient le café ici là.
Monsieur Lacour. Monsieur Charles Lacour, il avait le magasin au bout de la rue, là. Et il avait un garçon aussi, il s'appelait Roger. On allait jouer avec lui sur le bord de la route. Ses parents lui avaient fait un chariot, alors on s'amusait avec. Voilà le chariot. Le chariot de... Ouais. Puis, je sais pas si c'est moi là ou... Et il y a Roger Lacour, mon frère, et moi, et puis Raymond Marinas, un voisin là. Ben, on s'amusait, voilà l'église là. Et le magasin était juste là à côté. Et là, on a été sur la route, sur le bord de la route, quoi. René Résoli, né le 3 février 1935, dernier d'une famille de 10 enfants. Tous les frères et sœurs sont nés grâce à une personne remarquable qui habitait la foi, Madame de Buire, qui assurait tous les accouchements de la région. Et moi, c'était peut-être dû à l'âge de mes parents, il a fallu descendre à l'hôpital pour l'accouchement. Alors moi je m'appelle Germaine Omboué, je suis née le 6 janvier 1947 à la tribu de Kouawa. Ma sœur aînée, elle était déjà sur la foi et c'est comme ça qu'avec ma mère nous sommes arrivés sur la foi. J'ai continué ma scolarité à l'école Notre-Dame. Tous les soirs quand on sortait de l'école à 4 heures, ben, on posait nos cartables et tout ça, et puis on allait tous se baigner à la rivière, garçons et filles. On s'amusait dur avec les bobines de fil. On les crantait, on mettait un élastique dans le trou, on faisait une torsion et ça faisait tank sur la route. On avait les jouets qu'on se fabriquait parce que nos parents n'avaient pas les moyens d'en acheter. Et puis, il y avait les travaux à la ferme. Quand on n'était pas à l'école le jeudi, on était de service pour aller, entre autres, ramasser des noix de Boncoul. Et mon grand-père, c'était la chasse, la pêche. Et puis, ben, l'école, c'est là qu'il y avait des jeux et du sport, quoi, parce qu'il y avait rien à l'époque dans le village. Mon grand-père, Joseph Arsapin, il a été jockey de 1900 à 1913. Et après, son neveu, François Arsapin, il était déjà jockey professionnel en 1922, 1920-1922. Puis en 1927, c'est lui qui conclut la Coupe Clark de Nouvelle-Calédonie avec le cheval Turenne. Voilà. Le nom Arsapin, il est lié dans les cours de chevaux en Calédonie depuis plus de 100 ans maintenant. Ça, c'est ma mère, je crois. Mon père. Mon papa. Ah, quand on se faisait punir, mon père nous mettait à genoux sur la véranda pour que les gens voient qu'on est puni. À genoux sur la véranda. On a beaucoup appris avec moi, avec le père Bussy. J'étais enfant de cœur. Et tous les jeudis, il venait me chercher. Et on allait visiter toutes les tribus jusqu'à Nassira, Bouloupari, Montméa, sur Moindou. Et puis Kouli, grand Kouli, Saramea, le fond de Tindéa. Il avait une Jeep armée, le père Bussy. Là, je ne sais pas si c'est pas dans une tribu, ça, où on est photographié, là. À la fois, j'habitais sur Nili. Cette partie-là, ça appartenait à Monsieur Souris-Lavergne. Et mes parents travaillaient pour Monsieur Souris-Lavergne, donc je suis restée là. Mais on était mélangés avec des Vietnamiens, des Blancs, voilà. Et ce que j'ai retenu de mon enfance, c'est que ben, on se côtoyait. On se côtoyait facilement, les Blancs, les Kanaks, les Chinois. Il n'y avait pas de différence entre nous. Tout le monde s'accordait. Quand il y en a un qui tuait son cochon, ben, il faisait le partage avec tous les voisins.
Quand c'était l'autre qui tuait son cochon, il faisait l'inverse. À l'époque, on avait ça ici, les premiers temps, et lui tuait un cerf, ben on le partageait, on distribuait. On le distribuait à toutes les familles qui étaient à la tribu. C'est comme ça qu'on vivait. Mais tout le monde se connaissait, se parlait, on était tous camarades, quoi. Parce qu'en arrivant de Canada, oui, j'avais cette appréhension du blanc. Et bien à la fois, ben c'est parti, voilà. Je vivais avec la famille Souris-Lavergne. Ils me considéraient comme, Madame Souris-Lavergne me considérait comme sa fille. Il n'y avait pas de différence entre ses enfants et moi. J'ai été bien acceptée et ça, c'est un souvenir d'enfance que je garde actuellement vivant par rapport à ce que je vois actuellement. On avait la chance d'avoir des enseignants qui étaient d'une classe exceptionnelle. Madame Lacour, qui a été mon institutrice pendant toute ma scolarité à l'école de Fonvoirie, a été aussi l'institutrice de ma sœur aînée. C'est dire la longévité de cette pédagogue. Et elle a donné son nom à l'école de la foi, l'école Yvonne Lacour. On est venu me chercher, et c'est mon honneur d'avoir prononcé l'éloge funèbre à son enterrement. Une procession, je ne sais pas si c'est pas la route de chez ma grand-mère, là, qu'on monte là, parce que là il y a la pharmacie. Voilà notre maison, là, ici, là. Et là, je ne sais pas, il doit y avoir mon père ou machin. C'est mon père qui a fait cette maison. Un coup de foudre pour un petit coin de brousse comme ça, avec ses 4 tribus, ses vallées, ses exploitations agricoles, son petit village. Enfin, la foi à l'époque, c'était rien. Et donc j'ai fait ce que je jugeais bon en termes d'intérêt général. Et ce que je jugeais bon, c'est de permettre aux tribus de vivre dans des conditions équivalentes à celles du village. Donc on a fait toute une politique de grands travaux, d'eau, de routes, d'électricité, d'écoles, de maisons communes, d'office du tourisme, de parcs de sport dans les tribus, enfin, des choses qui étaient invraisemblables pour les gens même. Je me souviens la première fois quand on a inauguré l'électricité, l'émerveillement des habitants quand ils appuyaient sur le bouton, il y avait la lumière. Enfin, c'était magique. Et donc voilà, moi, ce que j'ai fait pendant 20 ans, c'est comment rapprocher le village des tribus, comment favoriser les relations entre les différentes communautés, comment multiplier les espaces d'échange entre les communautés. C'est vraiment tout ce qui a motivé mon action tout au long des 20 ans. Et puis le deuxième axe, c'était qu'il y avait une sorte de complexe d'infériorité qu'on trouve parfois en brousse, pour des raisons que je ne connais pas. Complexe d'infériorité des gens du village, qui considéraient qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas pour eux. C'était pour les gens de Nouméa. C'était normal à Nouméa qu'on ait une traversée du village, enfin une traversée des quartiers, c'est normal qu'on ait des plantations, c'est normal qu'on ait une piscine, un cinéma, c'est normal qu'on ait une place publique, enfin c'est des choses qui leur semblaient inaccessibles et même ils étaient gênés le cas échéant qu'on puisse les faire pour le village. Moi j'ai toujours développé l'idée que ce qui est bon pour Nouméa est bon pour les villages de brousse et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de discrimination dans les têtes et dans les faits. Faire ce festival du cinéma à la fois, c'est pas par hasard aussi, c'est une manière d'ouvrir une autre fenêtre sur le monde. Et donc voilà, moi je suis très heureux de voir qu'il est complètement ancré désormais dans la vie culturelle du pays, que c'est un événement qui chaque année est largement couvert par les médias locaux, qui a un vrai succès populaire, avec près de 7000 personnes qui y participent. Voilà, c'est vraiment une source de satisfaction importante d'avoir aussi apporté ça, là où peut-être on n'attendait pas un festival de cinéma dans une commune de Brousse. Si j'avais envie de partir de la foi, non. On est tellement bien chez nous.
Ah, ça m'a plu, comme un coup de foudre. On a des coups de foudre pour les gens, mais aussi on a des coups de foudre parfois pour un endroit, pour une communauté. Et moi j'ai eu 25 ans, j'ai trouvé que c'était authentique, c'était simple, c'était vrai, quoi. C'est le plus beau village de Calédonie.